Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner organisé par CES Avisa Partners pour le compte du commandement de la cyberdéfense. On va parler aujourd'hui de la présidence française de l'Union européenne que la France va prendre à partir de janvier 2022 et qui va donc démarrer et sans doute se poursuivre aussi dans un contexte, on va le voir, dans le cyberespace marqué par une compétition, une concurrence et de manière générale une conflictualité exacerbée. Alors, dans ce contexte-là, quel rôle pour la cyberdéfense militaire de l'Union européenne et plus particulièrement, quel rôle pour la France dans le cadre de la PFUE et via le ComCyber notamment pour participer à la montée en puissance de cette Europe de la cyberdéfense militaire et d'une Europe souveraine. Alors, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec d'abord le colonel Philippe Pacôme, vous êtes expert cyber à la délégation militaire française auprès de l'Union européenne. Le commandant Chevrier, avec moi, vous êtes chargé de coopération internationale auprès du commandement de la cyberdéfense. Et puis, Odjeri, doctorante et post-doctorante chez Géode et spécialiste notamment de la lutte contre la prolifération des armes numériques. Alors, peut-être pour commencer ce sujet, un retour rapide sur le sujet même d'aujourd'hui. En fait, l'UE est de manière générale assez peu visible en matière de défense, encore plus en matière de défense militaire. Alors, dans ce contexte-là, colonel Pacôme, est-il vraiment pertinent et nécessaire même de parler de cyberdéfense européenne? Alors tout d'abord, bonjour et merci pour votre invitation. Merci à Visa Partner et au ComCyber pour cette invitation. Je suis très honoré de participer à ce panel et de pouvoir échanger avec vous autour de cette question de la cyberdéfense militaire pour l'Europe. Alors oui, merci pour votre question. Effectivement, la visibilité de l'Union européenne en matière de cyberdéfense, si on compare à celle de l'OTAN, effectivement, elle peut sembler en retrait. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que c'est pas parce que il y a un manque de visibilité que pour autant ça signifie qu'il y a inaction dans ce domaine. Parce que depuis un certain nombre d'années, l'Union européenne a mis en place des mécanismes politiques, des mécanismes opérationnels, des mécanismes capacitaires qui, sans se dédoublonner avec ceux de l'OTAN, viennent au contraire les compléter et pour participer bien sûr à l'élaboration d'un monde plus sûr. Donc les deux organisations, l'Union européenne et l'OTAN, ne sont absolument pas concurrentes, mais elles sont bien complémentaires. Alors, ce principe de complémentarité et celui de non-duplication qui en découle est d'autant plus nécessaire que, comme vous le savez, d'abord, les deux organisations sont confrontées aux mêmes enjeux stratégiques et aux mêmes défis, et que 20 États membres de l'Union européenne sont aussi des alliés au sein de l'OTAN. Alors, ces deux principes donnent à l'OTAN effectivement une prédominance en matière de défense collective, et c'est donc aussi ce qui donne à l'OTAN plus de visibilité. Néanmoins, avec la EU Global Strategy de 2016, l'Union européenne s'affirme de plus en plus comme un acteur global qui entend peser sur les affaires du monde, y compris d'un point de vue militaire. Dès lors, l'UE se trouve en situation de devoir déployer des missions civiles, des missions militaires, et bien sûr les moyens, les systèmes d'information et de communication qui sont nécessaires pour assurer le C2, le Command and Control, de ces missions civiles et militaires. C'est donc bien cette volonté de disposer d'une capacité d'action autonome, y compris en termes de systèmes d'information et de communication, qui amène désormais à considérer que les aspects de la cyberdéfense pour les systèmes déployés, ceux qui sont déployés, mais aussi pour ceux de la plaque bruxelloise, depuis Bruxelles, bien sûr, c'est de là que se gère, je dirais, le niveau stratégique, eh bien, que ces systèmes, donc, et cette cyberdéfense sont plus que jamais à prendre en considération pour tous ces aspects-là. Désolée, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup. Vous avez parlé donc de l'idée de dédoublonnage, effectivement, et de complémentarité entre l'UE et l'OTAN. On a aussi évoqué la question de moyens de communication propres de l'Union européenne. Alors, commandant Chevrier, je vous voyais acquiescer sur ces deux sujets. Est-ce que vous pouvez revenir dessus rapidement? Oui, bien sûr. Merci Amélie. Je pense que le collègue Pacôme l'a souligné, les deux institutions existent, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne. Elles ont chacune leur périmètre. Il y a des opérations militaires et civiles qui sont menées par l'Union européenne. Je pense qu'il faut bien prendre en compte que ces institutions, finalement, elles doivent d'abord assurer sans concurrence la défense de leur propre périmètre, de leur propre système qui sont déployés. Ils sont distincts, ils ont des missions et des environnements différents.
Il y a des États membres différents, lequel a indiqué que 20 membres faisaient partie également de l'Alliance. Maintenant, quand on parle de cyberdéfense, de souveraineté numérique, j'insulterai personne en disant que dans l'OTAN, on a les États-Unis, on a le Royaume-Uni, qui, avec le Brexit, vient de quitter l'Union européenne. Donc, naturellement, ça a un impact important de dire que dans le cadre de l'OTAN, vous avez ce type de pays, et au sein de l'Union européenne, vous avez des nations, des États membres, comme on les appelle, qui sont membres de cette union. Et donc, ça apporte une différence, notamment sur des sujets comme la souveraineté ou autre chose. Donc, finalement, je pense que la formulation que vous avez employée dans votre question, elle est la bonne. C'est pas la question d'une cyberdéfense de l'Union européenne, c'est plutôt une question de cyberdéfense européenne, une cyberdéfense des États membres, qui gravite autour de standards, d'objectifs, de capacités, mais surtout de menaces partagées, puisque ces deux institutions, l'OTAN et l'Union européenne, elles font clairement face à des défis, et il y a des menaces parfois communes, parfois différentes en fonction de leurs actions. Alors ça, justement, je pense qu'on reviendra un petit peu dessus avec Aude plus tard, mais finalement, on a l'habitude de dire à l'Union européenne la cybersécurité et à l'OTAN la cyberdéfense. Finalement, c'est peut-être pas, la situation n'est peut-être pas aussi simple que ça, colonel Pacôme. Oui, effectivement, moi je pense que cette dichotomie, elle n'a plus lieu d'être. Hein. On l'a vu, hein, enfin, je viens de l'évoquer, le commandant Chevrier l'a rappelé aussi, les deux organisations sont complémentaires. En plus, elles affichent au plus haut niveau une volonté de coopérer sur de nombreux sujets. Donc, de ce fait, les éventuelles lignes de partage s'estompent entre les deux. En plus, l'autonomie d'action et de décision dont l'Union européenne cherche à se doter implique de ne pas dépendre de son voisin, de ses voisins, et de son voisin le plus important, je dirais, l'OTAN, même si c'est un voisin très amical. Et donc, cela implique pour l'UE de disposer de ses propres outils, de ses propres systèmes, et d'en assurer elle-même la défense. Donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'opposer les deux organisations, ni même de tenter de les cantonner l'une ou l'autre sur un prétendu précaré qui, à mon avis, n'a plus de sens aujourd'hui. Mais en revanche, effectivement, ça plaide pour un renforcement de la coopération, pour assurer une défense sans couture, mais aussi dans un but d'économie des moyens, comme je le disais tout à l'heure, en vertu du principe de non-duplication qui reste valable. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on a un petit peu perdu l'image, mais elle va revenir dans quelques secondes. Quand Chevrier, est-ce que vous voulez aussi réagir sur cette idée qu'il n'y a pas on peut plus cette dichotomie entre cyberdéfense et cybersécurité entre l'UE et l'OTAN est plus tellement valable? Alors, oui, je vais pas reprendre ou paraphraser ce que disait le colonel. Effectivement, c'est deux choses distinctes. J'ajouterais toutefois que les États membres de l'Union européenne ont l'ambition de promouvoir l'Europe comme une puissance normative. On y reviendra. D'autres personnes, notamment du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ont déjà annoncé ça. Il y a des travaux qui sont en cours. Mais l'idée, c'est de concurrencer les grands blocs historiques asiatiques, américains, etc. Et donc, il y a l'enjeu de souveraineté qui est important. Donc, on peut avoir tendance, au travers des travaux qui sont faits pour l'Union européenne, de l'associer naturellement à la cybersécurité, aux standards, aux normes, des contraintes. Mais je pense vraiment Et donc finalement, il faut pas distinguer, il faut distinguer mais pas dissocier justement cyberdéfense civile et cyberdéfense militaire. Je crois que c'est ce que vous avez discuté, colonel Pacôme, et vous aviez peut-être un slide à nous montrer justement pour. Oui, je vais essayer de vous présenter juste pour appuyer le propos un slide. Une petite seconde, s'il vous plaît. Peut-être en attendant qu'on fasse les réglages, comme commandant Chevrier, on disait donc en fait que l'UE finalement se caractérise aussi par une véritable dualité entre le civil et le militaire. Alors oui, moi je pense que au sein de l'Union européenne, il y a vraiment cette dualité civil-militaire. C'est probablement l'institution où peut-être cette dualité s'exprime le plus facilement. Elle existe ailleurs, mais on l'associe vraiment de manière plus simple.
je pense qu'effectivement, il n'y a pas de dissociation cyberdéfense civile et cyberdéfense militaire. Ça n'a pas forcément de sens. Il y a un continuum. Après, au sein des États membres, parfois, les organisations qui sont en charge de la cyberdéfense vont être civiles, vont être militaires. C'est pour des raisons de moyens, pour des raisons historiques. En France, il y a un modèle qui est connu par ailleurs, avec une agence nationale de la sécurité de l'information, l'ANSSI, qui est civile. Et puis, pour le périmètre et le domaine des armées, des forces armées et de l'activité du secteur défense, on a le commandement de la cyberdéfense, le COMCyber, qui est en 2017, donc qui est quand même assez récent. Et il n'y a pas, en tout cas en France, et je pense qu'on peut vraiment exporter ce modèle au sein de l'Union, il n'y a pas de concurrence de ces deux entités. C'est plutôt une question de complétion et de s'assurer que à 360 degrés, avec une logique de milieu, on peut imaginer les infrastructures critiques, l'énergie, le domaine militaire. Et pour le domaine militaire, on a le commandement de la cyberdéfense qui connaît les opérations, connaît l'activité du ministère des Armées, parfois les menaces spécifiques auxquelles doivent faire lieu les forces armées qui sont projetées à l'étranger, pour des missions de l'Union ou autres d'ailleurs. Et donc, finalement, c'est plutôt une question de disposer d'une meilleure capacité de cyberdéfense avec une connaissance de tous les milieux, une meilleure résilience, une meilleure cyberdéfense. Donc voilà, c'est le même continuum défense civile ou défense militaire. Merci beaucoup. C'est justement ce qu'on peut voir là à l'écran, là, le slide que vous nous avez partagé, Colonel Pacôme. Peut-être vous pouvez en dire un mot rapidement. Oui, en effet, donc sur ce slide résume en fait les missions civiles et militaires qui sont déployées par l'Union européenne sur l'ensemble de la plaque africaine notamment et moyen-orientale, en partie aussi l'Europe. On voit bien en fait ce continuum civilo-militaire. Et ce continuum, il existe aussi il est prégnant aussi pour les systèmes d'information et de communication qui sont bien sûr déployés au profit de ces missions. Alors, en outre, moi je dirais aussi que les industriels, comme les institutions, aujourd'hui, pour des raisons de coût, pour tout un tas de raisons, tendent à favoriser les technologies duales. En même temps, les systèmes militaires dépendent de plus en plus de systèmes de technologie civile et dépendent de plus en plus d'opérateurs de services essentiels, dépendent de plus en plus de fournisseurs de services numériques qui sont civils. Et donc, d'un point de vue du management du risque, ça signifie que les vulnérabilités qui affectent les systèmes civils ou militaires tendent à s'indifférencier. Elles sont les mêmes, finalement, de plus en plus. Un dernier élément, c'est si on prend la définition de la cyberdéfense au niveau de l'Union européenne, dans le texte, il est bien marqué, il est bien indiqué qu'elle englobe les aspects civils et militaires. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de différencier, de dissocier cyberdéfense civile et militaire. Il y a lieu de la différencier, mais pas de la dissocier. Merci beaucoup. Je crois qu'en effet, on y voit un peu plus clair maintenant après ces petites précisions préliminaires sur la cyberdéfense militaire, civile, le lien le continuum qui peut exister entre les deux. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet questions, maintenant ou plus tard au cours de la séance, et on prendra un petit peu de temps en fin de séquence pour en prendre quelques-unes. Alors peut-être, je me tourne vers Aude maintenant, qui, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, n'est plus doctorante, mais docteur, et qui pourra donc nous éclairer un petit peu sur le contexte justement dans lequel va commencer la présidence française de l'Union européenne, et justement sur ces menaces qui, comme vous l'avez évoqué, commandant Chevrier, qui sont plus ou moins les mêmes pour l'Union européenne, l'Europe et ses autres partenaires et adversaires. Merci Amélie, bonjour à tous et merci au COMCyber et à CEIS Avisa pour l'invitation. Alors, tu m'avais demandé, Amélie, de revenir un petit peu sur le contexte géopolitique cyber aujourd'hui et finalement pourquoi est-ce que ce contexte cyber doit amener lieu à se saisir de la question cyber, en particulier dans le domaine militaire. Alors, comme ça a été extrêmement bien déjà expliqué, elles sont saisies déjà. Mais je crois que je reformulerai peut-être la question en disant finalement pourquoi l'UE n'a pas finalement le choix de se saisir au plan militaire de ce sujet. Et je dirais qu'il y a trois grands arguments. Le premier, c'est l'érosion globale finalement du multilatéralisme. Lorsqu'on observe la société internationale, il est d'usage d'évoquer la crise du multilatéralisme ou plutôt
son érosion. Et effectivement, on voit qu'il y a deux grandes explications, on va dire. D'une part, aujourd'hui, le multilatéralisme présente des faiblesses qui sont techniques et qui viennent finalement limiter son efficacité face à des enjeux qui vont requérir de la flexibilité, de la réactivité, mais aussi l'association d'acteurs non étatiques qui sont traditionnellement exclus de ces mécanismes. Et puis d'autre part, on a aussi des postures, et on en a vu notamment des très fortes sous l'administration Trump, des postures de rejet du multilatéralisme qui sont associées à un multilatéralisme de puissance qui va entraîner finalement de façon mondiale d'autres tendances unilatéralistes. Et dans ce cadre-là, la révolution numérique a offert de nouveaux moyens d'action aux États et aux acteurs non étatiques pour avancer leurs intérêts stratégiques. Et donc, ils vont finalement constituer une nouvelle déclinaison de cette érosion du multilatéralisme, puisque chaque aspect finalement de l'interconnexion des systèmes d'information sera exploité pour avancer des intérêts stratégiques dans une perspective unilatéraliste. Et dans cette situation, les États vont bénéficier d'un moyen d'action qui est l'arme cyber, ce qui va conduire à un renforcement des tensions géopolitiques et accentuer la crise de la coopération multilatérale. Mais on voit que ce moyen d'action, il s'inscrit plus largement dans les stratégies de puissance des États, et l'exemple de la Russie et de l'Ukraine est assez parlant. Et du coup, parce qu'il y a une montée de ces tensions internationales, qui prend aussi évidemment une forme militaire, il y a un volet cyber. Et dès lors que l'UE se veut un acteur incontournable de la scène internationale, dès lors que l'UE veut mener une politique étrangère et de défense, nécessairement, elle doit prendre en compte ce volet cyber et intégrer ce volet cyber, y compris dans sa dimension militaire, dans sa politique étrangère. Deuxième raison, je dirais, expliquant pourquoi l'UE n'a pas le choix de se saisir au plan militaire de ces questions, c'est le caractère hybride, protéiforme et intégré des menaces, qui va impliquer que les armées se retrouvent à devoir être, alors d'une façon ou d'une autre, et parfois de façon extrêmement compliquée, impliquées dans des débats qui ont longtemps été considérés, on va dire, en dehors du champ de la conflictualité, de la cyberconflictualité au sens strict. Je prendrai deux exemples pour illustrer ce propos. Le premier, c'est la frontière qui va être de plus en plus floue entre cybercriminalité et intérêt étatique. Il fut un temps où finalement, on nous expliquait qu'il y avait quand même une différence qui était assez claire. Or, on voit aujourd'hui que la distinction, elle s'amenuise petit à petit. Alors, ça ne vaut pas pour tout, mais en tout cas en partie. D'une part, parce que les acteurs peuvent être impliqués dans des opérations pouvant relever des deux catégories. D'autre part, parce que les moyens utilisés peuvent être parfois identiques. Et on voit ainsi que les moyens utilisés par des cybercriminels peuvent être alimentés directement ou indirectement par les États, et notamment lorsque les outils offensifs qui sont développés par les États sont réutilisés par des acteurs non étatiques. D'autre part, parce que des opérations qui vont être conduites par des agents de renseignement d'un État peuvent être rapprochées de celles qui sont conduites par des acteurs non étatiques à des fins criminelles, alors même qu'elles s'inscrivent dans la stratégie d'un État. Et là, on pense notamment au cas de la Corée du Nord. Et puis, parce qu'on le voit dans la réponse, et notamment dans la réponse américaine, la réponse à des opérations conduites par les agents d'un État, donc vraiment dans un but stratégique, peut passer par le truchement de la lutte contre la cybercriminalité. Et puis, deuxième exemple, c'est encore une fois cette séparation stricte qui a longtemps existé entre, en tout cas qu'on a longtemps entretenue dans le monde occidental, entre cyberattaques et opérations d'influence. On avait l'habitude de distinguer, je dirais, le contenant, c'est-à-dire la sécurité des réseaux, des contenus, donc des enjeux liés aux informations qui sont véhiculées par ces réseaux. Et comme d'ailleurs l'expliquent Camille François et Herblin dans un article paru il y a quelques mois, c'est justement cette façon d'appréhender la menace qui a notamment empêché l'administration américaine de prévenir la menace russe en 2016. Alors les choses ont évolué un petit peu, ont commencé à évoluer avec l'utilisation des réseaux sociaux par Daesh et la lutte contre la propagande. Mais là aussi, finalement, on classait ça dans une catégorie un peu à part, puisqu'on pouvait le rattacher à une thématique relativement
identifiée, qui est celle de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un véritable continuum entre les deux, et on peut penser notamment aux opérations de hack and leak qui existent. Et puis, enfin, je dirais, troisième raison pour laquelle l'Union européenne, encore une fois, n'a pas le choix de se saisir au plan militaire de ces questions-là, c'est, je dirais, le rôle de la défense et des renseignements dans cette instabilité et dans cette insécurité collective dans le cyberespace. Et là, je mets les pieds un petit peu dans le plat, ce qu'on appelle en anglais « the elephant in the room », c'est la question notamment de l'espionnage. Alors, je sais bien que dans le monde du policy, il est d'usage de ne pas en parler, et j'aime d'ailleurs beaucoup cette citation de Jim Lewis à propos des différentes propositions normatives qui ont pu être émises, dans laquelle il dit si jamais vous proposez une norme de comportement responsable qui peut impacter la conduite d'opérations d'espionnage, c'est bien joli mais complètement irréaliste, vous ne faites pas avancer le débat et passez votre chemin. Et finalement, je pense que c'est bien là un des problèmes qui est de comment peut-on vouloir parler de cyberconflictualité et des moyens de s'en prémunir et d'y répondre sans nommer cette question. Et je crois que, de ce point de vue, les débats autour de SolarWinds sont particulièrement éloquents. Alors, on me rétorquera peut-être que finalement, il faut distinguer les opérations qui vont être menées par les forces armées de celles des services de renseignement. Et effectivement, je pense que la distinction a son importance, mais tout comme pour l'appréhension de la menace, penser uniquement avec cette distinction entre les deux conduit à penser en silo et ne permet pas, à mon avis, de prendre pleinement conscience des enjeux et surtout des potentielles réponses, aussi difficiles soient-elles évidemment à définir, à y apporter. Et on peut donner encore un autre exemple qui est la stratégie, alors certes, ce n'est pas un État membre de l'Union européenne, mais la stratégie de persistent engagement des États-Unis, qui finalement vient aussi impacter la sécurité des citoyens de l'UE, mais complique également la stratégie diplomatique de l'UE. Et donc tout ça va interroger finalement sur la coopération interalliée, y compris transatlantique, on va dire dans sa dimension dialogue comme élément de sécurité collective de l'UE, mais aussi sur l'impact des opérations des propres États membres de l'Union européenne sur la sécurité collective de l'Union européenne. Donc je crois que pour ces trois raisons résumées rapidement, l'Union européenne n'a vraiment pas le choix de se saisir et de mieux se saisir de cette question de la cyberdéfense dans son volet militaire, parce que finalement, on le voit, la menace est de plus en plus globale et intégrée. Les acteurs qui participent à la sécurité collective des citoyens de l'Union européenne sont aussi ceux qui peuvent la menacer, puisqu'on sait bien que de nouvelles opportunités pour les uns, finalement, constituent de nouvelles menaces pour les autres. Et donc, la question devient finalement comment mieux intégrer les armées à ces réflexions et aux mesures devant être prises au niveau européen, puisque la distinction civile-militaire, à mon avis, s'amenuise largement sur ces questions-là. Merci beaucoup, Aude. Donc, si on devait résumer très grossièrement, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de travail. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet de la session d'aujourd'hui. Alors, on va peut-être, pour rentrer plus dans le vif du sujet sur les enjeux de la présidence française de l'Union européenne, Colonel Pacôme, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit état des lieux de où en est l'Europe en matière de cyberdéfense? Quelles sont les réalisations, les bilans peut-être? Oui, merci. Donc effectivement, l'UE n'a plus le choix, hein, elle doit effectivement se saisir de ces questions. Alors l'UE l'a fait un peu tardivement, si on compare avec l'OTAN, toujours. Mais quelque part, c'est pas étonnant, dans la mesure où l'UE s'est d'abord construite par strates, et d'abord sur un plan économique et politique, et les questions militaires sont intervenues que bien plus tard. Si on revient un petit peu sur l'historique, il faut rappeler l'OTAN, c'est 1949, la PVSD, c'est 1999, et la PSDC, c'est 2007. Avec le traité de Lisbonne. Néanmoins, depuis un certain nombre d'années, depuis quelques années, l'UE met les bouchées doubles.
Alors, sur le plan des réalisations, très honnêtement, les résultats, ils ne sont pas encore hyper tangibles dans tous les domaines. Et il existe vraiment de réelles marges de progrès pour cela. Mais j'y reviendrai par la suite. Hein, des travaux sont en cours. Il y a vraiment énormément d'initiatives qui sont développées au niveau de l'Union européenne. Il y a vraiment un fourmillement d'initiatives qui vont dans le bon sens. Et je pense que voilà, le niveau de maturité augmente au fur et à mesure, même si aujourd'hui, encore une fois, hein, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Et alors justement, comment se traduit l'ambition de l'Union dans ce domaine-là? Il y a un aspect doctrinal, conceptuel, mais aussi un aspect capacitaire. Oui, tout à fait. Alors, cette ambition, elle se décline effectivement sur deux axes. Il y a d'abord un axe qui concerne les aspects conceptuels et doctrinaux, et puis un axe capacitaire. Alors, ces deux axes, ils sont mis en œuvre par des entités différentes, hein, le MUE d'un côté et l'AED de l'autre, mais ils ont vocation à se coordonner parfaitement. Et si vous voulez bien, je vais aborder tout de suite les aspects conceptuels. Sachant que je vais reprendre un petit peu la présentation que j'avais initiée tout à l'heure. Voilà, ça va aller un petit peu plus vite que la première fois. Voilà. Donc, sur les aspects conceptuels et doctrinaux, donc c'est le domaine de l'EMU. Donc, il y a plusieurs facteurs déclenchants. Juste pour mémoire, en 2016, un nouvel élan donné à la PSDC avec l'EU Global Strategy. En 2018, un fait important également, c'est la reconnaissance du cyberespace comme un 5e domaine d'opération. Ça s'est fait en 2018 par l'UE, mais c'était l'OTAN l'a considéré dès 2016. Un autre événement, c'est bien sûr l'obsolescence des documents de concept et de doctrine préexistants, hein, qui sont à renouveler périodiquement. En 2019, une volonté affichée de synchroniser la révision des concepts et de la doctrine de l'UE avec celle de l'OTAN. Et en 2019, j'insisterai un peu là-dessus, un travail d'inventaire qui a été réalisé par l'EMUE à travers la rédaction d'un rapport fondateur, l'EUMS CIS and CD Status Report and Action Plan. Alors, ce rapport, il est fondamental parce que c'est dans ce document que l'UE ébauche sa feuille de route cyber en définissant 2 macro-objectifs et un certain nombre de sous-actions qui vont permettre de les réaliser. Et avec la définition de son ambition, finalement, c'est de maîtriser le cyberespace au profit du soutien des opérations, et missions de la PSDC. Alors, concernant les aspects doctrinaux, je dirais que, bien entendu, tout ça, c'est pas hors sol, hein, ça s'inscrit dans un cadre politique plus général. Il y a l'EUJS, bien sûr, je l'ai déjà évoqué. Il y a la EU Cyber Security Strategy de 2013 qui a été revue récemment, fin 2020. Il y a bien sûr le CDPF, donc le Cyber Defense Policy Framework, qui date de 2014 et qui a été révisé en 2018, et qui fait l'objet d'une nouvelle révision, enfin qui n'a pas encore tout à fait commencé, mais qui devrait commencer. Et enfin, en 2019, le EU Cyber Security Act. Ça, c'est pour les aspects, je dirais, le cadre politique de ces éléments. Alors, ce travail conceptuel, il est particulièrement important car il va permettre de définir finalement le quoi, le pourquoi et aborder la question du comment. Alors, il ambitionne une révision à grande échelle de concepts existants, concepts qui avaient déjà été élaborés par l'état-major de l'Union européenne, mais surtout, un document nouveau, il a vraiment pour ambition d'élaborer un document, celui qui est souligné en gras, la Military Vision and Strategy on Cyberspace as a Domain of Operations. Alors, ce document, il est absolument fondamental puisqu'il va définir finalement l'effet final recherché pour l'Union européenne. Au-delà de cet effet final recherché, il va définir la stratégie à travers les voies et les moyens d'atteindre dans cet EFR. Dans cet EFR, il est relativement clair et simple. L'UE est capable de mener des opérations dans le cyberespace comme elle le fait dans les autres domaines. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail concernant ce document qui n'a pas vocation, bien sûr, à être rendu public et qui est de plus en cours d'élaboration. Mais ce qu'il faut en retenir également, c'est l'affirmation de plusieurs volontés. La première, c'est la volonté d'acquérir une certaine autonomie dans la capacité de planification, la capacité à mener des opérations cyber.
la question aussi de l'autonomie des ressources, l'autonomie en termes de formation. Il affirme aussi le principe de dissuasion, donc que l'Union européenne soit dissuasive d'un point de vue militaire en termes de cyber. Elle affirme également, elle réaffirme le continuum civilo-militaire dont nous avons déjà parlé et qui est, encore une fois, dans l'ADN de la PSDC. Elle réaffirme également la volonté de coopérer plus abondamment encore avec l'OTAN et bien sûr la question du développement capacitaire. Donc ça, ce sont pour les aspects conceptuels. Si je peux, si vous voulez, parler du deuxième axe que j'ai évoqué, les aspects capacitaires. Oui, tout à fait. Alors, concernant les aspects capacitaires, c'est là le domaine de l'Agence européenne de défense, l'AED, qui a mis en place depuis plusieurs années un processus qui est maintenant éprouvé. Ce processus, il est mis en œuvre à travers le déroulement de plusieurs sous-processus ou dispositifs. Alors, pour les résumer très rapidement, il y a le Capacity Development Plan, le CDP, qui fixe les priorités communes pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Il y a un autre élément important, c'est la CARD, la Coordinated Annual Review on Defense, qui établit de manière annuelle, comme son nom l'indique, l'état d'avancement sur les différents domaines capacitaires identifiés dans le CDP, et identifie de cette manière-là aussi des opportunités de coopération. Il y a aussi, vous connaissez tous ce dispositif, la Permanent Structured Cooperation, la PESCO, en français CSP, qui permet la planification commune et l'implémentation de projets. J'ajoute également le Fonds européen de défense, avec ses deux précurseurs que sont l'EDIDP et le PADR. Et enfin, bien sûr, le processus qui consiste pour chaque État membre à dérouler son propre processus de développement capacitaire qui a un impact, bien sûr, sur l'ensemble. Alors, il y a un élément très important dans tout ce macro-processus, c'est celui qui consiste à dérouler le CDP. Le CDP, donc le Capacity Development Plan, il est décliné en 11 priorités qui ont été agréées par l'ensemble des États membres. Et parmi ces 11 priorités, il y en a une qui est cyber. Et son nom est indiqué, Enabling Cyber Responsive Operations. Donc cette priorité cyber, c'est celle qui concerne ce domaine. Et elle fait elle-même l'objet d'un autre sous-processus, qui est celui des SCC, donc le Strategic Context Case, dont le nom est très très mal choisi. Il ne faut pas du tout penser qu'il y a derrière ça des scénarios opérationnels, mais ce SCC, en fait, il permet l'établissement d'un programme de travail qui sera ensuite implémenté soit au niveau national, soit multilatéral, soit directement par l'AED. L'AED ayant une action sur, bien sûr, les actions qu'elle développe par elle-même et le domaine multilatéral. Alors, tout ça conduit l'AED finalement à mettre en œuvre un certain nombre d'actions dans ces domaines. Et elle le fait donc dans le domaine multilatéral en soutien des projets PESCO et EDIDP et à son niveau où elle conduit des études et des projets. Alors là, juste pour l'information de tous, je rappelle en quelque sorte l'ensemble des projets qui sont actuellement menés dans le domaine de la cyberdéfense au niveau de l'Union européenne. Alors, ils sont de niveaux totalement différents. Il y a des projets dans le cadre de la PESCO, il y a des projets qui sont des projets dérivés dans le cadre du PEDID, et puis il y a les projets de l'AED par eux-mêmes. Projets de l'AED qui sont soit des projets visant à finalement fournir un démonstrateur ou un prototype, et d'autres projets qui sont plus basés sur, qui sont plus des études. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces projets, ça serait trop long et trop fastidieux, mais simplement, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, dans le dispositif CSP PESCO, il y a 4 projets cyber. Donc, le CRRT, donc ce sont les Cyber Rapid Reaction Team, c'est un projet qui est leadé par les Lituaniens. Il y a un autre projet qui est le CRRT, un Cyber Rapid Reaction Team, donc son nom de source, et on devine tout de suite de quoi il s'agit. Un projet grec qui s'appelle le City ISP, donc ISP pour Information Sharing Platform, donc c'est
un projet qui a vocation à partager de l'information dans le domaine de la cybermalveillance. Un projet allemand qui est assez récent, auquel la France participe, qui est le CIDCC, donc Cyber Information Domain Cooperation Center. Et enfin, un projet portugais qui se nomme CIH, donc pour Cyber Academy and Information Hub. Notez que les Portugais se sont saisis de toutes les questions de formation. Ils en sont fait une spécialité et ils accueillent déjà près de Lisbonne l'agence des sites de l'OTAN, la NCI Academy. Et ce projet CIH, c'est un projet dont on ne voit pas d'ailleurs toujours très bien en quoi il se différencie vraiment de celui de l'OTAN, si ce n'est bien sûr que là, il s'agit d'un cadre de l'Union européenne. Mais quand je parlais tout à l'heure de coopération et de non-duplication, aujourd'hui, on n'est pas forcément persuadé, nous en tout cas en tant que Français, qu'il n'y a pas forcément un doublonnage à ce niveau-là. Il y a, juste pour les citer, des projets EDIDP qui découlent des projets PESCO. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces mécanismes de soutien, mais il faut savoir qu'un projet EDIDP, il y a une valorisation financière s'il a déjà été validé dans le cadre de la PESCO. Donc, c'est pour ça que les Lituaniens ont défini un projet de dérivé pour le CRRT qui consiste à développer des outils de forensique, mais cette fois-ci dans le cadre du PEDID, c'est donc un toolkit. Et de la même façon, les Grecs ont dérivé un projet dans le cadre de l'EDP qui s'appelle Pandora et qui dérive directement du projet CITISP. En ce qui concerne l'AED, beaucoup d'études, de travaux divers qui ont vocation à adresser l'ensemble du spectre, que ce soit la fourniture de prototypes. Je pense notamment à celui qu'on trouve un peu en milieu de page, le Deployable Cyber Evidence Collection and Evaluation Capability, le DCEC2. Donc là, on a un projet qui est terminé, qui a pour vocation de réaliser un prototype pour le cyberforensique. Ce projet est arrivé à son terme. L'Union européenne, enfin l'AED a proposé à certains États membres de tester ces moyens. Je crois qu'ils l'ont d'ailleurs été dans le cadre d'un exercice très récemment. Voilà, et c'est un usage libre pour les États membres qui le souhaitent. On trouve également des exercices, par exemple l'exercice Cyber Phalanx, où je pense que le commandant Chevrier en reparlera tout à l'heure de l'exercice MIC pour Military Third Conference. On trouve également des études qui prennent tout leur sens, surtout avec l'actualité récente qu'on a tous en tête avec SolarWinds par exemple. Donc une étude sur le Supply Chain Cyber Security Risk Management qui a pour vocation à réaliser un prototype de tableau de bord qui viendrait fournir aux commandants sur les théâtres des indicateurs précis et une évaluation du risque concernant la robustesse de sa supply chain vis-à-vis du risque cyber. Voilà, je ne veux pas être exhaustif sur cette planche. Ce que je veux simplement souligner, c'est que voilà, très clairement, l'AED, elle a pris le problème à bras-le-corps, elle s'est réellement investie, elle est en soutien des mécanismes PESCO et EDIDP. Par elle-même, elle définit, elle propose des études, des projets qu'elle ensuite implémente elle-même ou en coopération avec des États membres qui le souhaitent. Et donc, il y a vraiment un véritable fourmillement des actions qui, encore une fois, à mon avis, vont dans le bon sens. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on se rend rarement compte de l'ampleur, enfin de l'envergure en tout cas, et du nombre de sujets qui peuvent être traités par l'Union européenne en matière déjà de cyber et à plus forte raison de cyber militaire ou de défense. Donc voilà, c'était c'est parfait d'avoir ce petit point de situation. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup une volonté justement d'être actif un peu sur tous les fronts. Mais est-ce que finalement l'Union ne se heurte pas aussi à quelques limites internes qui pourraient un peu créer obstacle justement à cette ambition qu'on voit de plus en plus assumée et de plus en plus large?
Oui, alors en effet, tout ce que j'ai décrit, ça peut paraître un peu idyllique et je ne voudrais pas donner l'impression d'avoir été stockholmisé. Mais effectivement, il y a des facteurs qui viennent s'opposer à la bonne marche de cette belle mécanique, hein. Je dirais que la première, c'est le grand nombre d'intervenants et la dilution des responsabilités qui en découlent. Alors là, vous le voyez à droite sur cette slide, hein, j'ai représenté ici un certain nombre des intervenants dans le domaine de la cyberdéfense militaire. Alors on trouve ici bien sûr les États membres, on trouve l'état-major de l'Union européenne, l'AED, bien sûr, qui sont concernés au premier chef, hein, que je viens de citer tout au long de cette présentation. Mais on trouve aussi bien sûr le Collège européen de sécurité de défense avec sa plateforme DTI Cyber. On trouve la Commission, on trouve le CERT-EU, on trouve l'ENISA, on trouve le SIAC, avec la partie INCENT et la partie pour le renseignement militaire de l'EMUE. Alors, comme le disait Georges Clemenceau, hein, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes et 3, c'est déjà trop. Donc là, on voit bien qu'on est au-delà du compte. Le deuxième facteur limitant, c'est une ressource rare et insuffisante. Alors en fait, il y a très peu de monde pour travailler sur l'ensemble de ces problématiques. Je pense que, je ne voudrais surtout pas parler pour l'AED, je pense que l'AED a un niveau de maturité et un niveau de compétence qui est très, très, très sûr. Ce niveau de compétence, côté EMUE, il existe également. Il y a des équipes qui sont extrêmement performantes, mais malheureusement très peu nombreuses. Et les personnes qui travaillent au niveau de l'EMUE sur toutes ces questions-là sont très, très peu nombreuses et très rares. Et l'EMUE s'en plaint régulièrement. Et c'est un véritable problème parce que finalement, ça limite la capacité de travail de l'EMUE. Alors, ça a aussi un atout, ça a aussi finalement quelques vertus. C'est que contrairement à l'OTAN, où tout est extrêmement bien réglé, où les comités existent depuis très longtemps, à l'UE, tout est un petit peu fait en marchant. Et la vertu, c'est que parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde au sein de l'état-major de l'Union européenne, eh bien, cet état-major fait appel, dans une large mesure, à l'ensemble des représentations militaires à Bruxelles. Et donc, en tant que membre de la représentation permanente, on est sollicité pour travailler sur ces sujets-là. Et donc, il y a un travail qui se fait en direct, si vous voulez, avec l'état-major de l'Union européenne. Donc, ça facilite l'échange des idées. Ça permet aussi d'aller très vite. Et je n'ai pas parlé des timelines tout à l'heure concernant la révision de tous ces concepts. Mais finalement, on a pris un petit peu de retard forcément avec le Covid, mais on reste dans les délais. Et ça prouve bien que finalement, malgré cette ressource qui est limitée, l'état-major de l'Union européenne arrive à pallier cette difficulté en faisant appel aux représentations nationales à Bruxelles, mais ce n'est pas un fonctionnement nominal et le mieux serait bien sûr que l'état-major de l'Union européenne dispose de la ressource qu'elle estime nécessaire pour mener l'ensemble de ces tâches. Et ça, c'est une difficulté parce que les États membres ne sont pas très bénévolents, hein, pour souscrire à cette demande. Le troisième, et là encore, c'est le revers de la médaille, la troisième difficulté, c'est le foisonnement d'initiatives. Parce qu'à partir du moment où il y a tout un tas d'initiatives, comme on vient de le voir, donc aussi bien du côté de l'AED avec l'ensemble de ces projets, de ces études, pareil du côté de l'EMUE avec la révision de tous ces concepts, qui est très ambitieux. Mais à un moment donné, il y a un phénomène de saturation, c'est lié aussi au point précédent, et on a des difficultés à véritablement tout coordonner. D'autant plus que certaines initiatives, elles dépassent largement le seul cadre de l'UE. Il y a des initiatives qui sont développées également avec l'OTAN, et donc elles nécessitent une coopération approfondie avec l'OTAN. Et là, je dirais que c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, il faut être honnête, la coopération OTAN-UE en matière de cyber, elle est à l'arrêt, elle n'existe pas. En dépit des satisfecit politiques et des joint declarations que l'on entend régulièrement, soyons honnêtes, il n'y a pas de coopération OTAN-UE en matière de cyber aujourd'hui. Néanmoins, toutes ces initiatives, hein, elles vont dans le bon sens.
Des progrès sont envisageables sur certains aspects, c'est très clair, et je pense que c'est là que la France a probablement un rôle à jouer dans le cadre de sa PFUE. Merci beaucoup pour cette très habile transition vers la deuxième partie justement de cette séance. Et je vais me tourner plutôt vers vous, commandant Chevrier. Effectivement, dans ce contexte que vous avez placé, à la fois d'une ambition européenne un peu débordante, on voit, qui n'arrive pas forcément dont les ressources n'arrivent pas forcément à suivre. Et puis, d'un côté, cet espace, ce cyberespace de plus en plus conflictuel et peut-être on peut même dire du plus en plus agressif. Quel rôle pour la France, notamment via le ComCyber, justement, pour compléter l'existant, lancer de nouvelles initiatives si besoin, et peut-être pour commencer, dans quel cadre s'inscrit l'action de la France en la matière? Alors, il y a plusieurs questions dans une seule question, finalement. Oui. Je pense là qu'effectivement, entre les propos d'Algérie et du COELPACOM, du coup, il y a un certain nombre d'éléments qui sont posés. Très clairement sur les menaces, les défis et l'absolue nécessité pour l'Union européenne de se saisir des questions de cyberdéfense. Au-delà évoqué avec trois raisons essentielles. J'y reviendrai un petit peu. Le COELPACOM a présenté un certain nombre d'actions, d'initiatives de l'Union européenne. Moi, il y a un élément qui m'a frappé. Vous dites, voilà, il y a un foisonnement d'idées, elles vont plutôt dans le bon sens. C'est vrai, ce que je vais essayer de faire, donc en présentant du coup le cas de l'action, j'essaie de répondre à cette question quand même, et après essayer d'apporter finalement où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire de cette présidence française et comment est-ce qu'on va essayer de consolider tout ça. Et je pense que les deux termes essentiels, ou du moins que j'essaie de garder en fil rouge de mon intervention, ça va être coordination et cohérence. Donc voilà, je vais essayer de présenter ça. Pour ce premier point, et sur le cadre de l'action française, je pense qu'une fois n'est pas question, je vais partir du cas particulier pour aller vers le cas général. J'appartiens au commandement de la cyberdéfense. Le commandement de la cyberdéfense, il est au sein du ministère des Armées. Donc évidemment, l'action qu'on va porter, enfin qu'on va mener et qui sera portée dans le cadre de la présidence française, elle n'est pas seule, elle est coordonnée avec le ministère des Armées. Le COELPACOM a évoqué tout à l'heure au sein de l'Union européenne qu'il y a vraiment une dimension militaire, sans même parler de cyber particulièrement. Il y a des opérations et des missions. Il y a, sur la slide, je crois qu'il était marqué, il y a 5000 personnes, civils et militaires, qui sont déployées aujourd'hui en opération sous mandat de l'Union européenne. Donc, cette dimension, elle existe, elle est plus récente, elle est plus de 5 millions, mais elle est réelle. Donc, naturellement, le MINARM a une voix sur ses opérations, sur ses propres intérêts, sur la structuration et la chaîne de commande de l'Union européenne. Et donc, notre action de cyberdéfense militaire, comme en France, elle doit être coordonnée, elle doit s'inscrire dans l'action du ministère des Armées. Après, toujours au niveau national, il y a naturellement un jeu interministériel. Il y a d'autres acteurs, quand on parle de cyberdéfense, qui viennent assez naturellement. J'en ai parlé, j'en ai évoqué un plus tôt lorsque l'on répondait aux premières questions. Il y a naturellement l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On parlait aussi de ne pas dissocier cyberdéfense, cybersécurité. Donc, naturellement, c'est un acteur de cette présidence. Et avec lesquels on coopère. Et puis, il y a le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisque on a très rapidement des sujets diplomatiques. Il y a des outils, je ne sais plus si le collègue en a parlé, mais il y a un outil qui s'appelle Cyber Diplomacy Toolbox, qui est utilisé par l'Union européenne. Il y a des sanctions qui ont été mises en œuvre en 2020. Et donc là, voilà. Donc, il y a effectivement le ComCyber, le ministère des Armées, un jeu interministériel qui est coordonné, qui s'inscrit dans une stratégie nationale. Après, on s'appuie sur nos opérations permanentes, militaires ou civiles, militaires dont le COELPACOM fait partie à Bruxelles. Et puis, il y a ce plan international. Le plan international, c'est quoi? C'est que les présidences aujourd'hui, elles durent 6 mois. C'est assez court, finalement. C'est un événement qui est rare. La dernière présidence française, c'était en 2008. Donc, effectivement, ça ne revient pas tous les 4 matins, si je puis dire. Pour autant, pour contrebalancer un petit peu cette idée d'une distance assez importante entre deux présidences et puis une durée qui est relativement courte, il y a un principe de trio qui a été mis en œuvre, c'est-à-dire qu'on met 3 présidences, 3 États membres dans un seul trio et qui ont vocation à apporter une durée qui va excéder donc 6 mois et être portée à 1 an et demi. Donc voilà, donc le cadre un petit peu national, on n'est pas tout seul naturellement.
international, là encore, on n'est pas seul. Il y a les travaux des institutions et puis il y a les autres présidences. Alors, ça peut marcher plus ou moins bien. Hein, c'est une sorte de speed dating des nations. Je veux dire, on n'a pas choisi pour la présidence française, par exemple, le fait qu'on soit associé à la République tchèque et la Suède. Ça peut très bien tomber pour avoir de bonnes relations avec ces pays. Et puis, sinon, elles peuvent être à construire pour assurer une cohérence de cette présidence. Maintenant, dans votre question sur le cadre, il y avait aussi quelles opportunités ça peut apporter. Est-ce que ça peut permettre de compléter l'existant? Donc, on ne peut pas s'affranchir des travaux qui ont déjà été réalisés par les présidences passées. Déjà, la France au quotidien, sans même parler de la présidence française, qui met un coup de projecteur sur toutes nos actions, elle participe. Le COEPACOM l'a évoqué, il y a un manque de ressources flagrant au sein de l'Union, et donc les institutions doivent se tourner vers les États membres, et donc bon, la France c'est parti, pour contribuer à des travaux de doctrine, pour contribuer à des projets, pour porter les projets PESCO ou CSP, comme il l'évoquait, sont des projets qui sont portés par les États membres. C'est eux qui les présentent, l'AED fait la gestion, mais c'est bien les États membres qui sont clairement à la manœuvre et qui sont inclus dans cette démarche. Ça rend du coup le travail de la France, notamment et du ComCyber, on va dire, du moins ça inscrit ce travail dans une continuité qui ne s'est pas réveillée il y a 3 mois en disant attention, dans 10 mois il y a la présidence française de l'Union européenne, il faut faire quelque chose dans le cadre de l'Union. Donc il y a ce travail-là, il y a le travail des présidences passées, notamment l'Allemagne, puisque c'était l'Allemagne, le Portugal et la Slovénie, mais l'Allemagne qui était donc fin 2020, le Portugal qui exerce la présidence actuellement, et la Slovénie qui nous précédera, puisqu'elle aura le second semestre 2021. Ce trio de présidences, ils ont lancé un certain nombre de choses qui sont assez proches, et qui vont se poursuivre dans notre ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les présidences, le trio précédent, ils ont subi de plein fouet la pandémie de Covid. Et finalement, le thème principal qui est sorti, notamment de la présidence allemande, c'est la question de la résilience. La résilience, ça nous amène assez rapidement sur le sujet de souveraineté. Et quand on parle de souveraineté et de cyberdéfense, pour moi, c'est la souveraineté numérique. Là encore, et sans même parler finalement de cyberdéfense, dans le débat public aujourd'hui, le sujet de souveraineté, c'est très clairement invité. On en parle beaucoup. On en parle pour des questions économiques, des questions industrielles, des questions de développement, des questions de protection de données, de l'identité. Et je pense que pour la souveraineté numérique et pour le sujet de la cyberdéfense militaire au sein de l'Union européenne, je ne vais pas chercher à sortir une définition unilatérale de ce sujet, mais je pense qu'on peut tomber assez d'accord sur le fait que la souveraineté sur un territoire et par un État, elle fait appel à un certain nombre de dispositifs, mais essentiellement, elle fait appel à des dispositifs de sécurité et de défense en cas d'incursion pour défendre ce territoire, justement. Si on porte cette logique-là dans le cyberespace, eh ben, on va trouver le principe de cybersécurité et le principe de cyberdéfense. Et les deux notions, elles sont complètement indissociables, les deux doivent travailler ensemble pour pouvoir assurer cette souveraineté numérique. Elles font partie d'un même continuum protection-défense. Donc, je reviens encore par rapport à ce qu'on disait, il n'y a pas de dissociation entre les deux, elles font bien un travail l'une et l'autre. J'y ajouterai quand même une différence particulière, c'est que dès lors qu'on va parler de cyberdéfense, on va chercher à se défendre face à un adversaire. Et là, Aude l'a évoqué, au travers des différentes menaces, il y a un sujet essentiel, l'adversaire qu'on doit considérer pour l'Union européenne. C'est un travail qui a été lancé sous la présidence allemande, donc fin 2020, qui se poursuit actuellement, qui s'appelle la boussole stratégique ou Strategic Compass, et qui est censé être publié au cours de la présidence française de l'Union européenne. Les premiers travaux et les premiers éléments liés à cette boussole stratégique, c'est la prise en compte de la menace. C'est très discuté, il y a beaucoup d'éléments disponibles sur Internet, sur la boussole stratégique. Moi, je soulignerai seulement quelques éléments. Tout d'abord, le caractère finalement assez inédit de ce travail. On en parle beaucoup parce que justement, c'est pas quelque chose qu'on a déjà fait 10 fois avec un échec. C'est vraiment quelque chose qui, pour une fois, est réalisé, dont le travail est classifié, ce qui veut dire qu'il y aura une liberté de ton
des États membres sur la prise en compte de ces menaces et qui sont les adversaires auxquels l'Union européenne doit faire face. Et donc, je ne m'abuserai pas à les citer ici. Mais il est évident que ça permettra de poser une base solide aux travaux de cyberdéfense et de cyberdéfense militaire que l'Union européenne, que l'état-major de l'Union européenne, l'Agence européenne de défense, du moins toute la dimension militaire, la dimension de défense, on va dire, de l'Union va pouvoir mener. Et ça, c'est vraiment la base d'un travail de qualité qui est absolument nécessaire. Donc, voilà, par rapport à ce cadre, différents acteurs, différents plans, nationaux, internationaux, la reprise d'un travail d'initiatives qui sont déjà lancées et essentiellement de la présidence précédente qui était voilà, cette identification des menaces au travers des travaux de la boussole. Et alors, justement, dans ce cadre-là, quel objectif pour la France pendant la PFUE et comment la PFUE peut constituer une opportunité pour la France pour faire avancer certains sujets, certains projets ou certaines initiatives qui lui tiennent plus particulièrement à cœur? Alors, ça c'est le fond du sujet et c'est particulièrement intéressant. La PFUE, elle est attendue, très clairement. Et je dis ça en toute modestie, je veux dire, la présence française de l'Union européenne dans le domaine de la cyberdéfense, elle est attendue parce que la France est reconnue comme étant un acteur cyber qui s'est doté de capacités. L'Agence nationale de la sécurité d'information existe depuis un certain nombre d'années, elle a une vraie réputation, réellement des vraies capacités. Le ComCyber est plus récent, mais on est un pays qui dispose d'un commandement de la cyberdéfense, qui s'est structuré, qui s'est organisé pour pouvoir justement donner corps à cette cyberdéfense militaire. Donc la présence française, elle est attendue, non pas parce que c'est un rêve qu'on peut avoir, mais parce qu'effectivement, il y a des réelles capacités et de réelles compétences, et que ces compétences, on peut les mettre au profit des travaux de l'Union. Le collègue l'a évoqué, ils sont très nombreux, pour beaucoup sont en cours, et puis l'Union européenne fait appel aux États membres. Donc finalement, tout est là, il s'agit effectivement de mettre ça en ordre, en cohérence, et de le faire travailler. Je pense sincèrement que pour la PFUE, et pour ce qui nous concerne, c'est vraiment l'occasion de faire émerger le fait militaire dans la cyberdéfense. C'est vrai, et vous l'avez évoqué au tout début, on ne pense pas forcément militaire quand on pense Union européenne, et quand on pense cyberdéfense, quand on pense militaire, on se dit c'est le côté offensif. Mais finalement, c'est pas que ça. Enfin, il s'agit bien effectivement dans la défense de pouvoir se protéger, identifier la menace, chercher l'adversaire, assurer une résilience, continuer les opérations, etc. etc. Et donc, c'est bien là tout l'enjeu. Maintenant, la présence française, c'est 6 mois. Et je dirais qu'une présidence, ça peut être deux choses. C'est un peu comme une étincelle. Soit l'étincelle, elle va briller fortement, ça va durer 6 mois, et puis elle va éclairer pendant ces 6 mois un sujet, un élément que l'État membre veut porter, et puis retour à l'obscurité, si je puis dire, et on passera à d'autres sujets. Ou alors, cette étincelle, elle va allumer un foyer, une chandelle, ce que l'on veut, et on va s'inscrire un peu plus dans la durée. C'est le principe des trios. Il faut travailler avec ces pays pour pouvoir se dire que les sujets qu'on va chercher à porter, nous, la France, eh ben, il faut reprendre, on va dire, l'étincelle passée de l'Allemagne, du Portugal, de la Slovénie, et il faut la poursuivre avec la République tchèque, la Suède, et essayer de faire, pas forcément consensus, mais il faut fédérer autour de ce que nous, on voudrait faire, ces pays pour pouvoir s'inscrire dans la durée. Alors, la logique ou la facilité serait de dire, bon, en France, on fait comme ça, on a un commandement de la cyberdéfense, voilà comment nous, on voit les opérations de cyberdéfense militaire, voilà comment on est structuré, et on essaie de fédérer quelques pays autour de cette idée, et puis on tente alors pas de l'imposer, mais en tout cas de la mettre en œuvre au sein de l'Union européenne. On pourrait faire ça. Alors, soit on arrive trop tard, il aurait fallu que la présence française de l'Union européenne soit en 2016-2017, lorsque les premiers travaux que le COEPACOM a évoqués ont débuté. Soit on fait vraiment un choix de se dire l'arrivée de la France à cette présidence, elle doit prendre en compte ces travaux qui sont déjà mis en œuvre, et on emploie cette crédibilité d'une manière différente. Et je pense que tout ce qui a été évoqué auparavant,
les éléments de menace, les travaux doctrinaires, donc du cyberespace comme domaine d'opération, la stratégie, des développements capacitaires, le CREDPA comme on a évoqué, mais il y en a de très nombreux. Les nombreux acteurs, on n'a pas trop parlé parce qu'ils ne sont pas purement militaires, mais il y a un CERT de l'Union européenne, il y a l'ENISA qui est l'agence de cybersécurité et de gouvernance de la cyber au sein de l'Union. Chaque institution a ses propres capacités, il y a les États membres, etc. Il y a l'INSEN qui a été évoqué aussi, donc le Centre sur le renseignement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un dynamisme, il y a beaucoup de désordre. Et donc ces initiatives, elles vont dans le bon sens, mais ça ne nécessitera pas forcément grand-chose pour que tout à coup on passe dans une sorte de boule de feu où on va brûler l'oxygène, mais on ne sait pas dans quelle direction on va. Et je pense que pour illustrer ça, je vais reprendre les projets PESCO parce qu'ils sont assez, les projets CSP ou PESCO, hein, ces projets capacitaires, ils sont assez révélateurs. Déjà, ils sont militaires, puisque c'est quelque chose qui est associé au secteur défense. Ils sont portés par des États membres, donc ce n'est pas quelque chose qui est vendu par des fonctionnaires de l'Union européenne, c'est bien des volontés d'État. Et puis, s'inscrivent vraiment dans le domaine de la cyberdéfense. Le Cohen l'a dit, il y a 46 projets au total qui couvrent plein de sujets différents, des aéronefs, des systèmes de transmission, etc. Il y a 4 projets cyber. Sur ces 4 projets cyber, si on met de côté le hub, l'académie portée par les Portugais, il en reste 3. Le Cohen a présenté rapidement. Je vais juste les creuser un tout petit peu plus. Il y a le CIDCC allemand, donc Cyber Information Domain Coordination Center. C'est un centre de commandement qui a vocation à être en mesure de planifier et conduire des opérations cyber, donc prendre en compte finalement cette dimension cyber au sein de l'Union européenne, au sein de la partie défense de l'Union européenne. Il y a CTISP, Threat Information Sharing Platform, c'est grec, et là derrière, on va trouver le besoin, la nécessité de partager de l'information sur la menace, des éléments techniques qu'on aurait pu trouver au sein de l'Union ou au sein d'États membres et qu'on voudrait partager dans un souci d'augmenter sa capacité à détecter ces menaces et donc à mieux se défendre. Et puis, il y a les CRRT, donc lituaniens, Rapid Response Teams, donc des équipes de réponse à incident, une équipe de réponse à incident en l'état, qui prend une alerte sur un an, il me semble, et c'est la Pologne qui doit l'assurer en ce moment. C'est une équipe qui est multinationale. Finalement, si on regarde ça, on se rend compte que sur des choses concrètes, tous les sujets sont abordés. Il y a un organe de commandement, c'est le CDCC, il y a une plateforme d'échange et de coopération, c'est CTISP, et puis il y a une équipe de réponse, on va dire, qui va répondre à des incidents, ou collecter des éléments, et c'est CRRT. Donc maintenant, si on devait, nous, France, venir et présenter quelque chose de nouveau, là, si vous me posez la question de maintenant, je ne saurais pas vous dire quoi. En revanche, ce qu'on peut vraiment proposer et vraiment apporter, c'est une connexion entre ces projets, mais surtout les idées qu'il y a derrière. Il y a une mise en cohérence des actions des États membres et des institutions européennes, les travaux de doctrine, les développements capacitaires, l'action de chacun, le périmètre, la connexion entre les initiatives militaires et ce qui existe dans le domaine civil. Là encore, on n'a pas besoin d'en parler, mais il y a énormément de choses qui se passent dans le domaine civil et ils font un peu ce même constat qui est d'apporter un petit peu un chef d'orchestre au sein de l'Union européenne. Et s'ils trouvent un chef d'orchestre, c'est très bien, ce n'est pas encore réalisé, mais il faut que, si chef d'orchestre est trouvé, d'un point de vue militaire, on ait la connexion naturelle qui vient de se faire pour pouvoir mettre justement, on va dire, factoriser et magnifier les efforts qui peuvent se réaliser dans ce domaine. Alors, comment on apporte cette cohérence? Finalement, c'est un peu le fond du sujet. Il n'y a pas de recette magique. Je pense que c'est un peu de bon sens par rapport à ça. C'est d'abord définir le juste besoin de l'Union européenne. Le juste besoin, il découle naturellement de se dire face à quoi on se défend. Aude l'a évoqué, j'ai parlé ensuite des travaux de la boussole stratégique, je pense que tout découle de là. Dans quelle situation sommes-nous? À qui devons-nous faire face en termes de bloc, en termes d'union? Quelles sont les menaces? Professionnalisation de la cybercriminalité, ambition étatique, d'espionnage, de sabotage, manipulation de l'information dans le Sahel, où il y a deux missions de l'Union européenne.
IUTM Mali et République centrafricaine, où là, je ne révèle aucun secret. En République centrafricaine, on sait pertinemment qu'il y a une forte action, une forte présence de l'État russe. On peut évidemment imaginer que ces menaces, elles vont dicter, conduire ce besoin de l'Union européenne en termes de sécurité et en termes de défense. Une fois qu'on a défini ça, c'est développer les outils. Alors, il se trouve qu'on a fait ça un petit peu en même temps. On a déjà ces projets PESCO qui sont en cours, il y a déjà des travaux de doctrine qui sont en cours, mais tout est en cours. Donc, il faut recaler ça et il faut que ces outils organisationnels, le CDCC par exemple, cet outil de commandement, ou capacitaire, là encore, le COELPACOM évoquait des kits de prélèvement techniques sur des incidents forensiques, etc. Ça peut couvrir tout le spectre, il soit cadré et adapté à ces besoins. Et puis après, il faut entraîner ces outils. Il faut entraîner l'outil technique, il faut entraîner l'outil organisationnel, il faut entraîner les hommes. Là encore, je crois qu'on a parlé de cyberphalanx, c'est un moment qu'il y a un exercice qui est mené pour des officiers de l'état-major de l'Union européenne, qui sont des officiers fantassins, artilleurs, marins, et à qui on va dire tout à coup, il faut que vous preniez en compte la dimension cyber. Donc c'est bien de le dire, c'est mieux de leur apporter des éléments concrets et de leur dire voilà comment ça va se passer, voilà quel impact ça peut avoir pour la conduite de vos opérations. Et tout ça, ça contribue à la résilience de l'Union, à la résilience pardon, de l'Union européenne, ça continue à la crédibiliser face à ces menaces et à la crédibiliser en cas d'une crise importante ou une crise majeure et sa capacité à pouvoir y faire face, notamment pour les États membres. Donc voilà un petit peu pour la cohérence. Voilà, il n'y a pas de recette magique par rapport à ça. En tout cas, on voit bien que c'est ça ce que vous l'aviez un peu annoncé, mais effectivement, cohérence et coordination, c'est vraiment les maîtres mots en tout cas, qui doivent les deux principes qui doivent guider un petit peu l'action de la France pendant la présidence de l'UE. Colonel Pacôme, est-ce que vous aviez des réactions? Oui, j'ajouterai peut-être un dernier point concernant ce besoin de mise en cohérence. On l'a peu évoqué, mais finalement, le thème de la journée, enfin du débat d'aujourd'hui, c'était aussi le numérique, hein, au-delà du cyber. Et moi, j'observe, hein, ça fait 3 ans que je suis ici, j'observe ce manque de cohérence aussi au niveau des SIC, et je dirais même surtout au niveau des SIC. Et je pense qu'il y a effectivement déjà, on sait tous qu'il n'y a pas de cyber sans SIC, hein, je pense qu'il y a véritablement un besoin d'établir une gouvernance unique des SIC et du numérique au niveau de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a des acteurs qui ont chacun leurs prérogatives, qui d'ailleurs n'ont pas forcément envie que les choses changent, n'ont pas forcément envie de les partager. Et ça, c'est le fruit, bien sûr, de l'histoire. Hein. J'ai évoqué cette construction par strate de l'Union européenne avec l'arrivée des questions militaires un peu plus tardivement. Mais c'est vrai, c'est aussi c'est bien effectivement une conséquence de l'histoire, mais c'est aussi, encore une fois, la résultante d'une gouvernance qui est aujourd'hui archipélagique, hein, en termes de SIC pour l'UE. Voilà, donc je pense qu'il faut d'abord apporter, il faut aussi apporter de la cohérence dans ce domaine-là, et ce qui permettra d'apporter aussi de la cohérence dans le domaine cyber. Voilà, donc ça, c'est je pense, une occasion que la PFUE doit saisir également. Alors on sort un petit peu du sujet d'aujourd'hui, mais il y a une action PFUE justement qui vise à non pas imposer à nos partenaires notre propre vision de la gouvernance des SIC, parce que de la gouvernance, il n'y a pas un modèle valide, hein, il y en a plusieurs, et le nôtre, bon an mal an, fonctionne en national, mais de là à l'imposer, je pense qu'il y a un pas qu'on ne doit pas franchir. Donc voilà, il y a une action PFUE au niveau du MINARM qui consiste à déjà faire prendre conscience à nos partenaires qu'il y a un véritable problème de gouvernance des SIC, parce que ce constat, il n'est pas partagé. Tout le monde ne voit pas l'intérêt, tout le monde ne voit pas les difficultés, alors que ces conséquences sont pourtant bien visibles. Hein. Je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je vais éviter de vous soulever ça. Mais
ces conséquences, elles sont très visibles au niveau de la problématique des SIC et de l'instrumentalisation de la MPCC notamment. Et donc, cette action de l'Union européenne, elle a pendant la PFUE, elle a pour vocation à faire prendre conscience déjà de cet état de fait par nos partenaires et essayer de mettre en place un mécanisme qui amènera tout le monde autour de la table afin de définir ensemble une gouvernance pour les sites de l'Union européenne. Voilà. Et cette gouvernance des sites de l'Union européenne, pour moi, c'est un préalable et elle permettra d'apporter aussi une meilleure coordination, une meilleure cohérence au niveau du domaine cyber. Merci beaucoup. Commandant Chevrier, est-ce que vous vouliez répondre à ça peut-être? Alors, c'est à la fois une réponse et peut-être des éléments de conclusion. Je vois l'heure qu'il est et je voulais aussi finir sur on va dire des éléments concrets sur PFUE et ComCyber. Déjà, je rejoins entièrement ce que disait le collègue Pacom. Quand j'évoquais la continuum protection-défense, ça veut dire que s'il y a une bonne gouvernance des sites, s'il y a une bonne cybersécurité, s'il y a une bonne cybersécurité, c'est plus facile de construire une cyberdéfense. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais il faut répéter ce genre de choses et le répéter c'est bien, le mettre en œuvre c'est beaucoup moins facile, surtout quand on est nombreux et on n'est plus 3 pour faire écho à la citation du Coel, mais voilà, donc c'est absolument essentiel. Maintenant, sur les actions qui sont portées pendant la présidence française, alors on est encore un petit peu en avance et tout ne peut pas être présenté et révélé, mais je pense tout d'abord que si je devais citer 3 choses et annoncer un événement, on n'est pas la primauté, mais sur la partie doctrinaire et la partie stratégique, c'est vraiment la base. Comme j'ai évoqué, c'est la partie de la méthode. Et je pense que sur ces éléments de concept de cyberdéfense, il faut faire prendre en compte, et ça sera le travail du ComCyber et des Français dans ces travaux de développement de ces doctrines, faire prendre en compte à l'Union européenne qu'il ne s'agit pas de construire une cybersécurité et d'attendre qu'il y ait un incident pour pouvoir y réagir. Il faut aller chercher, il faut aller dans une dimension dynamique, il faut donc mener des opérations de cyberdéfense, de recherche de l'adversaire sur nos réseaux, donc les réseaux de l'Union européenne. Et ça implique effectivement mener des opérations, connaître nos systèmes, les challenger, entraîner les personnes, et ça permettra de faciliter déjà la détection d'incidents et puis surtout d'entraîner la capacité à y répondre. Et ça, c'est absolument essentiel. Sur le développement d'outils, il y en a plein, mais je pense qu'il y en a un qui est essentiel et qui, en plus, est vraiment dans l'air du temps, c'est le CDCC, donc le Cyber Information Domain Coordination Center, projet organisationnel allemand. La France est officiellement membre, acteur de ce projet PESCO depuis le 12 avril, donc c'est vraiment très très récent. Ce projet, il existe depuis 2 ans, mais il se concrétise à compter d'aujourd'hui, c'est le 21 et le 22 avril, c'est le premier steering board de ce projet, à laquelle la France du coup participera avec les autres États membres. Je pense qu'il est vraiment essentiel. Il y a une vision par rapport à ça qui nous amène à 4-5 ans sur ce que pourrait être le CDCC. En tout cas, l'ambition de la France, c'est de faire en sorte que ce centre ne soit pas un nouveau centre dans l'Union européenne, ne soit pas un nouvel acteur, le 11e ou 12e acteur de la cyberdéfense, mais qui soit au plus proche, intégré à la chaîne de commandement de l'état-major de l'Union européenne. Alors, à voir où exactement, mais pour apporter de la cohérence, et ça, c'est l'expérience française un petit peu de la création du commandement de la cyberdéfense qui est intégré aux opérations militaires. Et enfin, sur la partie outils entraînement, là encore, le collègue Pacom a eu un mot rapide sur ça. On n'a pas trop parlé, mais c'est la conférence des MICERT, ou MIC, qui est une initiative de l'AED. C'est un événement qui était d'ailleurs défini dans le Cyber Defense Policy Framework, le CDPF, qui a été révisé en 2018, lequel Pacom l'évoquait aussi, qui disait qu'il était nécessaire de créer une sorte de réseau de domaines, dans une logique de domaine. C'est aussi ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire que la cyberdéfense militaire, c'est aussi une logique de domaine et de compétences. Et cette initiative donc, de l'AED, annoncée fin 2020, la première partie, dans une dimension technique, a eu lieu sous la forme d'exercice d'attaque-défense, mais dont l'objectif essentiel était de partager de l'information. Contrairement à Lockheed, qui fait un petit peu référence, l'exercice de l'OTAN, qui fait référence en termes de participation étatique et donc d'exercice défensif. L'objectif là n'est pas de dire j'ai apporté le plus de points parce que je me suis bien défendu, mais j'ai collecté des points parce que je suis en mesure de partager l'information avec les autres équipes. Donc là, en l'occurrence, c'est avec les autres cercles des autres États membres. Et ça, c'est ce qui contribuera là encore à une meilleure résilience, parce qu'il faut coopérer, il ne faut pas être en tuyau d'orgue et il faut travailler ensemble.
Et donc, cette initiative de l'AED, elle est absolument essentielle. La France y a participé, on y participera en 2022. On appuiera du mieux possible, ça reste encore les modalités à définir, mais effectivement, l'avènement de ce réseau des cercles militaires qui aujourd'hui n'existe pas en tant que tel, alors qu'il y en a, et c'est des structures existantes qui sont vraiment militaires au sein des États membres. Voilà. Et pour finir, pour tout ça, ça veut dire prendre un peu de recul finalement pour apporter de la coordination et de la cohérence. Et ce recul, on a l'ambition de la porter, en un seul mot, pas de la porter, mais de la porter à l'ensemble des États membres au travers d'un forum, un forum des cybercommandeurs de l'Union, cybercommandeurs militaires, qui se tiendra donc début janvier à Paris, au début de la présence française. Et c'est un parti pris de le faire au début, parce qu'à la fin, ça serait un peu de dire on peut tirer un satisfait de tout ce qu'on a réalisé. Le faire au début, c'est dire voilà ce qu'on va devoir faire, nous, France, mais avec le trio de présidentes. Donc l'idée, c'est d'apporter un éclairage sur les travaux qui devront être menés, les défis futurs, et d'essayer de tracer une ligne directrice pour le trio, et peut-être au-delà. Une feuille de route, une feuille d'instruction même peut-être, de guide en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Alors ça revient juste, je rebondis sur votre dernier commentaire sur la nécessité de coordonner tout ce qui peut exister déjà au lieu d'enrichir l'existant avec quelque chose qui ne serait pas forcément beaucoup plus utile. Ça fait un petit peu écho à une question qui nous était posée dans le chat. Comment se passe la coopération avec des pays proches de l'Union européenne, mais pas ou plus dans l'UE comme le Royaume-Uni ou la Suisse? On imagine bien qu'avec des partenaires historiquement si étroits, on dépasse un petit peu les frontières de la stricte Union européenne. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué en début, on parle de défense européenne et pas forcément de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des mécanismes dédiés ou est-ce qu'on a juste, ou est-ce que c'est au cas par cas avec ces pays-là? Je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite y répondre. Peut-être Colonel Pacôme, oui. Oui, alors, pour autant que je sache, la coopération avec des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne se passe plutôt bien. Je vais citer juste l'exemple de la Suisse. Donc, le commandant Chevrier l'évoquait, donc ce MIC 21, l'exercice Military Information, je ne me souviens plus l'acronyme exact, vous pouvez me rappeler sans doute. Exact. Voilà, je crois que la Suisse a participé à l'exercice. Donc, ce qui prouve bien que voilà, c'est pas un club fermé et que des pays amis peuvent parfaitement participer. Dans le cadre des Petit Cyber. Alors, les Petit Cyber, ce sont les réunions qui ont lieu 3 fois par an et au cours desquelles ce sont des réunions de l'AED. Et au cours de ces réunions, c'est là que sont passés en revue l'ensemble des projets que j'ai évoqués sur l'une des planches, les projets PESCO, des IDP, les projets de l'AED, les études diverses et variées, etc. Et là, c'est pareil, la Suisse est invitée en permanence. Donc, elle a un siège dans ces réunions. Voilà, on peut trouver aussi d'autres exemples, très certainement, pour montrer que effectivement, des pays hors Union européenne sont totalement intégrés au dispositif en place. Voilà. C'est le cas déjà de la Suisse. Après, pour d'autres pays, je n'ai pas forcément d'éléments à vous apporter, mais voilà, déjà, la Suisse démontre que voilà, ce n'est pas un club fermé et que d'autres pays peuvent accéder à ces éléments-là. Voilà. Alors, on va en profiter pour glisser doucement vers la série de prendre quelques questions avant de nous quitter. Alors, on a une deuxième question. On a beaucoup de travaux conceptuels et de démarches capacitaires, mais y a-t-il des cellules cyber au sein de l'organisation militaire, par exemple à l'UMUE, l'ENUE, ou autrement dit, comment mener des opérations cyber à l'UE dans l'UE? Alors, oui, alors il y a une difficulté déjà, je dirais, inhérente à la construction même à l'organisation militaire de l'Union européenne. Il faut bien comprendre, je parlais tout à l'heure de responsabilité archipélagique en termes de SIC, et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Il y a au niveau stratégique ce que l'Union européenne appelle le EU Information Domain. Le EU Information Domain, c'est le domaine de la stratégie. C'est le domaine du SEAE, c'est le domaine de l'état-major de l'Union européenne. Et en dessous, et ça c'est la responsabilité,
ce EU Information Domain est de la responsabilité pour le procurement des SIC et des systèmes. C'est la responsabilité du SEAE. Et l'expression du besoin, c'est l'UMUE et c'est l'UMUE. En dessous, vous avez ce que l'Union européenne appelle le EU Operation and Mission Information Domain. Et là, c'est le domaine de l'opératif. C'est le domaine dont la responsabilité incombe aux États membres, c'est-à-dire aux États membres qui fournissent les 5 OHQ permanents de l'Union européenne. Donc déjà, on voit qu'il y a une séparation. Mais pire que ça, cette séparation, elle n'est pas nette. Parce que la MPCC, qui se veut en quelque sorte une espèce de CPCO de l'Union européenne, la MPCC, elle est pour les uns dans le EU Information Domain et pour les autres dans le EU Operation and Mission Operation Domain. Et donc, là, il y a cette césure, cette incompréhension qui ne facilite pas la mise en œuvre, la mise en place, le procurement de ces systèmes d'information et qui pose un problème donc aussi en aval pour la cyber. Alors, c'est pour ça que la question, de quoi parle-t-on? S'il s'agit du EU Information Domain, oui, il y a des cellules cyber au sein de la MPCC, il y a une cellule cyber au sein de l'UMUE, mais là pour l'UMUE, on est plus sur la raison d'être de cette cellule, c'est plus les travaux doctrinaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Au niveau de la MPCC, oui, la cellule cyber qui, me semble-t-il, n'est pas encore armée, mais devrait l'être, sera une cellule cyber au même titre que celle qui existe au sein du CPCO, hein, puisqu'on a une espèce d'équivalence entre les deux. Maintenant, si on parle du EU Operation and Mission Information Domain, là, c'est le domaine, c'est la responsabilité des États membres. Donc, c'est les États membres qui font et qui mettent en place les cellules cyber au sein des OHQ, au sein des FHQs qu'elles offrent à l'Union européenne. Et là, c'est aussi une difficulté parce que selon le niveau de maturité du pays qui offre cette OHQ, cette FHQ, en fonction de sa propre doctrine, de ses propres habitudes de travail, de ses propres compétences, il peut y avoir effectivement un problème de coordination aussi à ce niveau-là, avec le niveau de l'EU Information Domain, le niveau supérieur. Alors, si je peux me permettre, je pense que c'est justement l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas forcément penser l'Union européenne comme l'OTAN. Il ne faut pas déléguer la capacité cyber uniquement à l'institution ou aux institutions de l'Union européenne. Je pense vraiment et fondamentalement que c'est pour ça que, par exemple, NIC, les MILCERT, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a s'il y a ce réseau, par rebond, on contribue à assurer un bon niveau de protection et de prise en compte de la cybersécurité et de la cyberdéfense pour ces systèmes qui sont mis en œuvre et fournis par les nations. On contribue naturellement à la sécurité et à la défense des États membres dans leur dimension militaire. Donc finalement, il faut jouer à plusieurs étages, de plusieurs manières. Et puis après, même si c'est pas un CERT militaire de l'Union européenne, ce qui, en l'état, je pense, n'aurait pas vraiment de sens, vu que c'est piqué le coup à l'EPACOM. En revanche, le CDCC, pour le coup, permettra, on l'espère, c'est une ambition à plusieurs années, de capter ces ressources pour dire, bah voilà, c'est pas une cellule obscure au fond d'un couloir de l'EMUE, mais c'est quelque chose qui, effectivement, sera voulu par les États membres. Si c'est voulu par les États membres, ils seront plus, en tout cas ceux qui sont membres de ce projet, ils seront plus enclins à y mettre les ressources humaines nécessaires, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de la situation, mais la prise en compte elle est en cours et donc tout ça est à construire avec des outils, des projets. Ça c'est plutôt bien ancré, mais il faut le faire. Mais aussi avec du personnel. Et là c'est plus compliqué parce que les ressources sont aussi rares au niveau national. Ils sont limités malheureusement. Et alors peut-être une dernière petite question pour finir sur cette question entre l'UE et l'OTAN qui pose pas mal de questions. La volonté de synchroniser la révision des concepts et de la doctrine de l'UE avec celle de l'OTAN n'indique-t-elle pas que le résultat final des travaux sera un suivisme vis-à-vis de l'OTAN et souligne finalement les limites de cette démarche au sein de l'UE, la majorité des pays de l'UE faisant de l'OTAN le pôle central de leur politique de défense. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Je pense que l'idée globale, c'est est-ce que va-t-on vers un suivisme de l'UE vis-à-vis de l'OTAN? Est-ce qu'on... Moi, je pense que le COPACOM pourra utilement compléter ce que je veux dire, mais
Mon impression, depuis ComCyber, où pour le coup on travaille et avec l'Union européenne et avec l'OTAN, c'est que c'est pas parce qu'effectivement l'Union s'est réveillée après l'OTAN. Moi, je me souviens, j'ai servi à l'OTAN. J'ai servi à SHAPE entre 2012 et 2015. Donc, voilà, j'étais au NSERC et au SHAPE. Donc, j'ai une idée assez claire de ce que l'OTAN peut faire. Et l'OTAN était effectivement vraiment en avance il y a quelques années dans le domaine de la cyberdéfense et de la cyberdéfense militaire. Je pense qu'aujourd'hui, dans la prise en compte de cyberespace comme domaine d'opération et ce qu'on doit y faire, l'OTAN et l'Union européenne ont pris deux chemins différents. Ça s'explique peut-être par le fait qu'il y a une plus grande implication des États membres dans les travaux de l'Union européenne et que dans l'OTAN, le COELPACOM l'évoquait, il y a plus de, c'est plus construit, il y a déjà plus de personnes et donc finalement ça réfléchit au sein de la NATO Enterprise et au sein de ce système. Et donc finalement il y a une différenciation. Donc du coup, il peut y avoir une synchronisation d'un point de vue calendaire, mais sur le contenu, je pense qu'on est très différents dans le domaine de la cyberdéfense militaire. Donc, voilà, je suis pas vraiment inquiet par rapport à ça. Et je dirais que c'est même plutôt une chance pour l'Union européenne d'avoir cette implication des États membres parce que c'est l'occasion de ne pas devoir se battre contre quelque chose qui est déjà établi pour le faire modifier, mais au contraire de faire partie de la modification dès le début. S'approprier les sujets plus facilement. Colonel Pacom, est-ce que vous vouliez compléter? Oui, j'abonde totalement dans le sens de Nicolas. Il n'y a pas de suivisme, pas du tout. Il y a effectivement une synchronisation qui est temporelle, une tentative. C'est la raison pour laquelle ces travaux ont vraiment débuté à partir de 2019, en même temps que l'OTAN révisait lui-même ses propres concepts. Mais je fais partie du groupe de travail et du comité de rédaction de la EU Military Vision and Strategy on Cyberspace as a Domain of Operation. Et donc, il y a déjà eu un certain nombre de workshops auxquels j'ai participé, auxquels le ComCyber participe également. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas du tout de suivisme. Alors, si on reprend ce document particulier que la EU Military Vision, effectivement, quand on regarde le sommaire, si vous voulez, il y a le même document à l'OTAN, avec le même titre. Mais quand on regarde le sommaire, c'est relativement différent, mais surtout dans le contenu. Dans le contenu, c'est totalement différent. Quand on regarde justement la vision, le détail de la vision, le détail de la stratégie, on voit bien qu'il n'y a pas d'alignement recherché. L'Union européenne a trouvé sa maturité, a acquis une certaine maturité, est en mesure aujourd'hui de définir elle-même sa vision, sa stratégie, indépendamment de celle de l'OTAN, même si, encore une fois, elle se fait en complément, parce que les deux entités, les deux organisations sont bien évidemment complémentaires. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est vraiment si on devrait garder une idée, enfin plusieurs mots peut-être de cette séance, on va parler de synchronisation, de cohérence, de coordination. Voilà, je crois que c'est vraiment le maître mot un peu de cette séance. On arrive malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti, il est 10h pile. Donc on va s'arrêter là pour les questions et je voudrais surtout remercier nos trois interventions, donc colonel Pacom, commandant Chevrier et Odjeri, d'avoir contribué à cette séquence, nous avoir un peu donné les grandes, voilà, présenter l'ambition et peut-être commencer à donner quelques idées des sujets qui seront poursuivis par la France pendant la présidence française de l'Union européenne. On a encore un petit peu de temps puisque ça ne commence qu'en janvier 2022, mais janvier ça arrive bientôt. Il y aura ce forum de cybercommandeurs que vous avez évoqué, plein de choses j'imagine d'ici là qui vont se passer pour préparer la PFIE et donc évidemment on ne manquera pas de tenir informé au fur et à mesure. De toute façon, on se retrouve pour un prochain petit déjeuner après l'été, je crois. Il y en aura 4 cette année, donc il y en aura encore un après l'été et un plus tard en cet hiver. Et en attendant, n'hésitez pas à suivre la suite, le reste des publications et des vidéos réalisées avec et pour le ComCyber sur le site de l'Observatoire du monde cybernétique. Donc encore une fois, un grand merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.